Le film commence en 1814, alors que certains membres d'équipage d'un navire marchand français se dirigent vers l'île d'Elbe. Le second du navire, Philippe Danglars, s'oppose à cette idée, mais le capitaine est tombé dans le coma et a besoin d'une aide médicale urgente. L'île d'Elbe est précisément l'endroit où le général français Napoléon Bonaparte est actuellement en exil. Les troupes britanniques patrouillent l'île 24 heures sur 24 et tirent sur quiconque s'en approche. Malgré cette menace évidente, le second du navire, Edmond Dantès, et le représentant de la compagnie maritime, Fernand Mongo, arrivent sur le rivage de l'île. Ce dernier n'est pas très enthousiaste à cette idée, mais Edmond est désespéré de sauver son capitaine. Le duo est bientôt accueilli par des soldats anglais hostiles qui tirent plusieurs coups de semonce. Cependant, avant que les choses ne s'aggravent, Napoléon lui-même arrive sur la plage. Il utilise son influence pour sauver Edmond et Fernand des soldats et offre une assistance médicale pour leur capitaine. Plus tard dans la nuit, Napoléon demande à voir Edmond en privé. Le général est impressionné par sa loyauté envers son capitaine et lui demande un service. Il remet au marin une lettre à livrer à un certain Monsieur Clarion. En réalité, Napoléon affirme que Monsieur Clarion viendra lui-même chercher cette lettre. Napoléon fait également jurer à Edmond de ne parler de cette lettre à personne, pas même à ses amis proches. À leur insu, Fernand observe secrètement leur rencontre. Le lendemain, les membres d'équipage sont contraints de quitter l'île parce que leur capitaine décède. Ils retournent à Marseille, où se trouvent les quartiers généraux de la compagnie maritime. Leur patron, Morel, est informé de tout le voyage et du dangereux détour vers l'île d'Elbe. Morel est profondément impressionné par Edmond et le promeut capitaine du navire. Mais cela met Philippe en rage, car il était le second du navire, et il finit par démissionner. Par la suite, Edmond rencontre sa petite amie, Mercedes, dans un château au bord de la mer et lui annonce la nouvelle. Il souhaite également l'épouser, mais il n'a ni beaucoup d'argent ni une bague de mariage luxueuse. À sa grande joie, elle fabrique une bague avec un fil et la met pour symboliser leur véritable amour. Cependant, Fernand, qui est également présent sur les lieux, ne semble pas aussi enthousiaste à propos de toute cette situation. Jaloux de la bonne fortune de son ami, Fernand se saoule et révèle l'existence de la lettre à Philippe. Cela pourrait impliquer Edmond dans des accusations de trahison selon les lois du gouvernement français. La scène change alors qu'Edmond dîne avec Mercedes et son père. Ils sont tous excités par la nouvelle de sa promotion en tant que capitaine d'un navire marchand. Leur bonheur, cependant, est rapidement anéanti lorsque les soldats du roi arrivent. Ils arrêtent Edmond et l'emmènent devant le magistrat en chef de la ville, J.F. Villefort. Le magistrat est au courant de la lettre de Napoléon et interroge le suspect à ce sujet. En réponse, Edmond, qui est analphabète, révèle qu'il a encore la lettre, mais qu'il ne sait pas ce qu'elle contient. Il la remet au magistrat, qui la lit et réalise qu'elle contient des informations sur les positions des soldats anglais autour de l'île d'Elbe. Ces informations pourraient potentiellement aider Napoléon à s'échapper et à revenir sur le continent français. La situation prend une tournure sinistre lorsque Villefort demande à Edmond à qui était destinée la lettre. Edmond répond honnêtement qu'elle était destinée à Monsieur Clarion, mais précise qu'il ne sait pas qui est cette personne. À son insu, Clarion n'est autre que le père de Villefort, un fervent partisan de l'Ancien Régime. Villefort, qui avait renié son père pour obtenir une position prestigieuse dans la France post-napoléonienne, est horrifié par cette révélation. Villefort brûle immédiatement la lettre et demande à Edmond s'il en a parlé à quelqu'un. Lorsque ce dernier répond que non, Villefort le fait arrêter. Heureusement, Edmond parvient à s'échapper et court chez son plus cher ami, Fernand. Mais ce dernier révèle qu'il a vu Edmond avec la lettre et qu'il l'a lue pendant qu'il dormait. Dans un retournement choquant, Fernand trahit son ami et le livre aux autorités. Peu après, Edmond est emmené dans une prison tristement célèbre appelée Château d'If, située sur une île. Cette prison est extrêmement dangereuse, et personne n'en est jamais sorti vivant. Edmond est alors présenté au sadique directeur de la prison, qui le torture brutalement jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Après le passage à tabac, Edmond est jeté dans une cellule avec une petite fenêtre qui laisse à peine entrer de la lumière. La porte en bois ne s'ouvre qu'une fois par an, et la nourriture est si mauvaise que même les chiens n'en voudraient pas. Il est totalement seul, sans personne à qui parler, et ne peut jamais quitter sa cellule. 6 ans passent, et Edmond endure douleur et souffrance chaque jour. Il commence à perdre foi en Dieu et tente même de se pendre, mais ne peut se résoudre à le faire. Le directeur apparaît chaque année et bat Edmond, et c'est ce que subissent tous les prisonniers dans cette prison brutale. Un jour, alors qu'un Edmond désespéré est allongé dans sa cellule, un miracle se produit. Il entend un bruit étrange provenant du sol, et bientôt, un vieil homme émerge d'un trou. Il se présente comme Faria,
un prisonnier enfermé au château d'If depuis 11 ans. Apparemment, il creusait un tunnel pour s'évader, mais en découvrant qu'il est arrivé dans la cellule d'Edmond, il réalise qu'il a creusé dans la mauvaise direction. Malgré ce malheur, le vieil homme prévoit de creuser un autre tunnel pendant encore 8 ans et propose même à Edmond de se joindre à lui. En échange, Faria lui offre de lui enseigner un large éventail de disciplines académiques et martiales. Edmond, qui a tout le temps du monde et rien d'autre à faire, accepte l'offre. Au fil des années, Edmond passe la majorité de son temps dans la cellule de Faria, absorbant chaque parcelle de savoir que le vieil homme lui transmet. Afin d'éviter les gardiens de la prison, il emprunte le tunnel pour rejoindre sa cellule 2 fois par jour, une fois lorsque les gardiens viennent apporter la nourriture et une autre fois lorsqu'ils récupèrent le seau à déchets. Ensemble, ils continuent à creuser le tunnel et mettent la terre extraite dans le seau à déchets. Ils savent bien que les gardiens ne vérifieraient jamais ce seau par dégoût. Un jour, au cours d'une conversation, Edmond raconte son histoire à Faria. Il révèle comment le magistrat l'avait initialement acquitté de toutes les accusations pour l'arrêter ensuite. Il se souvient également de la manière dont le magistrat avait brûlé la lettre en découvrant qu'elle était adressée à un certain monsieur Clarion. Le vieil homme suggère qu'il doit y avoir une raison cachée derrière la décision du magistrat de détruire une preuve aussi importante de trahison. Alors qu'Edmond réfléchit à l'observation de Faria, il commence à assembler les pièces du puzzle. Il comprend alors que monsieur Clarion devait être le père du magistrat, un ancien colonel de l'armée de Napoléon. Tout devient clair maintenant, et le vieil homme félicite Edmond pour sa compréhension croissante du monde complexe de la politique. Après encore quelques années, leur tunnel atteint finalement les limites extérieures de la prison, près des racines d'un arbre. Il ne leur reste plus qu'à creuser vers le haut pendant un mois pour le terminer. Mais pendant qu'ils travaillent, un tragique accident se produit, le sol au-dessus d'eux s'effondre et tombe sur Faria. Edmond parvient à peine à le sauver, mais le vieil homme est grièvement blessé. Avant de rendre son dernier souffle, Faria parle à son élève du trésor légendaire qui appartenait autrefois à ses employeurs, la riche famille Spada. Il révèle que cette immense fortune est toujours enterrée sur une île appelée Monte Cristo, au large des côtes italiennes. Le vieil homme remet alors une carte à Edmond et l'implore d'utiliser ce trésor pour venir en aide aux pauvres. À la suite de cette tragédie, Edmond traîne le corps de Faria dans sa cellule tout en se cachant dans le tunnel. Les gardiens arrivent peu après et sont choqués de voir le corps sans vie. Ils supposent que le vieil homme est mort de cause naturelle, enveloppent son corps dans un linceul et partent informer le directeur de la prison. Le groupe revient quelque temps après et décide finalement de jeter le corps à la mer. Dans la scène suivante, les gardiens emmènent le corps enveloppé à l'extérieur. Mais alors qu'ils se préparent à compter jusqu'à 3, quelque chose d'étonnant se produit. Une main sort du corps et attrape la clé accrochée à la ceinture du directeur. Le corps et le directeur tombent ensuite dans la mer, révélant qu'Edmond était derrière tout cela. Il avait caché le corps du vieil homme dans sa cellule et avait pris sa place dans le linceul. Une fois dans l'eau, Edmond brise ses chaînes et attache rapidement le directeur. Ce dernier tente désespérément de se sauver, mais Edmond veille à ce qu'il périsse dans la mer. Le prisonnier désormais libre nage jusqu'à l'île la plus proche et est submergé de joie à l'idée d'avoir enfin retrouvé sa liberté après des années de captivité. Quelques semaines plus tard, Edmond arrive à Marseille et rend visite à monsieur Morel, le propriétaire de son ancienne compagnie maritime. Edmond, qui a maintenant une apparence totalement différente à cause de sa longue incarcération, invente une fausse histoire sur son identité. Il se présente comme un ami d'Edmond et demande des nouvelles de sa famille. Monsieur Morel révèle tristement que le père d'Edmond s'était suicidé après que son fils ait été accusé de trahison. Il explique que c'était le magistrat de l'époque qui avait porté de telles accusations contre Edmond. En retour, le magistrat avait été promu procureur en chef à Paris. Monsieur Morel mentionne également que quelqu'un avait tué le père du magistrat. Comme si cela ne suffisait pas, Edmond est dévasté d'apprendre que sa petite amie, Mercedes, a épousé Fernand et s'est installée à Paris. Animé par un fort désir de vengeance, notre héros décide de se rendre sur l'île de Monte Cristo. Il engage un homme à tout faire, et ensemble, ils se rendent sur l'île en utilisant la carte de Faria. Après plusieurs jours et nuits de recherche, le duo parvient enfin à trouver le trésor, habilement dissimulé dans une grotte. Il s'agit d'une immense collection de pièces d'or et de coffres remplis de bijoux qui semblent infinis. Ils transportent autant de trésors qu'ils peuvent et se dirigent ensuite vers Paris. Au fil des mois, Edmond s'établit parmi les élites de Paris sous le nom de comte de Monte Cristo. Il achète une propriété extrêmement luxueuse au cœur de la ville et organise régulièrement des fêtes somptueuses. Il invite toutes les familles influentes de la ville, y compris le procureur en chef Villefort, les Danglars et les Montgault. Bien que tout le monde assiste à ces fêtes, son ancien ami et son ex-petite amie ne viennent jamais.
Edmond découvre bientôt que les Mongo sont criblés de dettes à cause des habitudes de jeu de Fernand. Il ordonne alors à ses hommes d'acheter la plus grande banque de Paris et convainc toutes les compagnies maritimes de cesser de faire affaire avec les Mongo. Quelques semaines plus tard, le comte de Monte Cristo apprend que Fernand et Mercédès ont un fils nommé Albert. Cette révélation le blesse profondément, mais il décide d'utiliser cette opportunité à son avantage. Il ordonne à ses hommes de simuler l'enlèvement d'Albert, puis sauve lui-même la vie du garçon. Lorsqu'Albert retourne chez lui, il raconte que le comte de Monte Cristo l'a sauvé. Par cet acte, Edmond parvient à gagner la confiance de la famille Mongo. Suite à cet incident, Fernand décide d'organiser une fête pour célébrer l'anniversaire de son fils et invite tout le monde, y compris le comte de Monte Cristo. Ce dernier assiste à la fête, et personne ne le reconnaît grâce à son apparence désormais riche et noble. Cependant, Mercédès, qui est également présente, reconnaît Edmond à travers de petites habitudes, comme le fait de jouer distraitement avec ses cheveux. Il est évident qu'elle est toujours amoureuse de lui et le confronte. Toutefois, le comte de Monte Cristo insiste sur le fait qu'Edmond Dantès est mort et quitte la fête. Il ne réalise pas que la femme n'a jamais mentionné le nom complet d'Edmond, un détail connu de très peu de personnes. Plus tard dans la semaine, Edmond élabore un autre plan. Cette fois, il parle au magistrat et laisse délibérément entendre qu'il a localisé le trésor des Spada et qu'il l'achemine via Marseille. Le magistrat, connu pour sa malhonnêteté, partage l'information avec Fernand et Philippe. Ignorant tout, ces deux hommes prévoient de se trahir mutuellement. Comme prévu, lorsque le chargement contenant le trésor arrive, Philippe trahit tout le monde et tente de s'approprier la majorité du trésor pour lui-même. Mais il est rapidement confronté à Edmond, qui arrive avec la police. Philippe est alors arrêté pour vol de trésor et emprisonné. Quelque temps plus tard, Edmond confronte Villefort dans un hammam public. Il lui demande pourquoi il a menti à Mercédès des années auparavant, prétendant qu'Edmond avait été pendu. Le magistrat est déconcerté par le fait que Monte Cristo soit au courant de cela. Néanmoins, il avoue avec arrogance avoir persuadé Fernand de tuer son père. En échange, il avait dit à Mercédès que son amoureux avait été exécuté, la poussant ainsi à épouser Fernand. Le magistrat croit qu'aucune preuve ne peut incriminer son crime. Mais à son insu, Monte Cristo avait tout planifié, et plusieurs policiers se cachent derrière un rideau dans le hammam. Le magistrat est alors arrêté pour avoir conspiré dans le meurtre de son père et envoyé en prison. Dans la scène suivante, Mercédès arrive chez Monte Cristo et révèle qu'elle sait qu'il est Edmond. Elle lui demande comment il savait qu'Edmond Dantès était mort, car son nom de famille n'était pas largement connu. Malgré son désir ardent de vengeance, Edmond admet finalement sa véritable identité et demande à Mercédès pourquoi elle ne l'a pas attendu. Elle explique sa version de l'histoire et lui montre la bague en fil qu'il lui avait donnée des années auparavant. Cela rend notre héros émotif, et ils finissent par faire l'amour. Le lendemain, Mercédès confronte son mari et lui révèle une vérité choquante, Albert est le fils d'Edmond. Elle avait épousé Fernand et prétendu que le garçon était né prématurément pour cacher sa véritable filiation. En entendant cela, Fernand quitte la maison, fou de rage, et se rend dans une cachette où il avait prévu de cacher le trésor de Monte Cristo après l'avoir volé. Cependant, il est accueilli par Edmond, qui déclare ouvertement sa véritable identité. Fernand est stupéfait de voir son ancien ami devant lui, mais il attaque rapidement avec une épée. Cependant, Edmond, qui s'était entraîné quotidiennement à l'escrime pendant plusieurs années en prison, dévie facilement les attaques. Il est sur le point de tuer son ancien ami traître lorsque soudain Albert arrive et s'interpose. Le garçon est rapidement suivi par Mercédès, qui révèle enfin à haute voix la véritable filiation de son fils. Réalisant qu'il ne veut pas vivre dans un monde où Edmond a tout et lui n'a rien, Fernand lance une autre attaque. Il s'engage dans un duel féroce, qui se termine par Edmond enfonçant son épée dans le cœur de son adversaire. La scène se déplace 3 mois plus tard, alors qu'Edmond retourne au château d'If pour rendre hommage à son ancien mentor. Il a acheté la prison pour s'assurer qu'aucun prisonnier ne subira jamais les mêmes conditions de torture qu'il a endurées. Edmond est désormais dédié à utiliser son trésor pour le bien de l'humanité, comme Faria le lui avait conseillé avant de mourir.